titre de l'actualité de ce samedi 19 décembre, à la une, la Guinée, scandale géologique à la recherche d'une autre ressource minière. Il s'agit de l'or noir. Le pays aurait des gisements de pétrole, mais pour le moment, l'heure est à la phase des recherches. Dans la région de Kankan, nous ferons l'état des lieux des chantiers ouverts à Mandiana au compte de la fête tournante de l'indépendance. Et nous parlerons sport avec la poursuite du championnat national de Ligue 1 à travers le pays. Vous aurez les résultats des premières rencontres de cette troisième journée. Voilà pour le titre. Encore bienvenue à tous. Mais d'abord, ce communiqué du bureau de presse de la présidence. Son Excellence, Monsieur le Président de la République, le professeur Alpha Condé, sera installé officiellement dans ses fonctions par la Cour constitutionnelle le lundi 21 décembre 2015 à partir de 8 h. Les journalistes de la presse nationale et internationale accrédités auprès du bureau de presse de la présidence sont priés de se présenter à la réception du palais Sectouréa pour les formalités d'enregistrement le lundi 21 décembre 2015 à 7 h, munis de leur badge et gilet de la cérémonie de prestation de serment du 14 décembre dernier. Conakry, le 19 décembre 2015, directeur du bureau de presse Moussa Sissé. Direction la primature, après quelques semaines de lancement de la grande campagne d'assainissement et de déguerpissement, l'heure est au bilan. D'où cette rencontre entre le Premier ministre et les acteurs impliqués dans la gestion des ordures. Les échanges ont permis aux participants d'envisager les voies et moyens afin de rendre ces opérations pérennes. Hadi Kamara, bureau de presse de la primature. L'assainissement et le déguerpissement des artères principales de la ville de Conakry ne seront plus un feu de paille. C'est un élan, sinon un effort que le gouvernement Seydou Fofana entend poursuivre pour que cette ville devienne encore la perle de l'Afrique de l'Ouest avec ses attraits physiques et l'hospitalité légendaire de ses habitants. Voilà pourquoi ce matin, le Premier ministre Fofana a tenu encore à rencontrer tous les acteurs impliqués dans le processus d'assainissement et de déguerpissement de la ville de Conakry. Il y a, comme vous le voyez aujourd'hui, des réticences. À recenser partout, il y a des niches de réticences, des citoyens qui pensent qu'ils sont au-dessus de la loi, qui sont encore installés proprement, là où on les a déguerpis auparavant, au niveau du marché Yimbaya Taneri, où les gros camions sont en train, à l'heure où je vous parle, de déverser des tonnes et des tonnes de bananes locaux pourris sur la voie, au niveau du marché Yimbaya Tanene, au niveau du marché Yimbaya Bougie, n'est-ce pas, il y a même des vendeuses, n'est-ce pas, de charbon le long de l'autoroute. Il y a des garages abaissés à rond-point. Quand vous allez là-bas, vous trouvez des garages ouverts, n'est-ce pas, sur l'autoroute même. Alors, il y a, avant même d'y arriver, les vendeuses de carburant ont repris leur affaire le long, n'est-ce pas, du mur qui entoure l'aéroport. Au niveau du marché de Bonfi, les femmes se sont réinstallées au niveau du pont. Les automobilistes encore qui sont venus, l'union des transporteurs, malheureusement ils ne sont pas là, sont encore revenus en ces lieux et ils sont en train de s'installer comme si de rien n'était. Le gouvernement entend imposer à cette action d'assainissement de la ville sa marque pour rendre propres tous les lieux publics de Conakry. Il a été instruit aux ministres concernés de produire dans les meilleurs délais un document stratégique qui prenne en compte tous les tenants et aboutissants de la pérennisation de la propreté de la ville de Conakry, pas seulement de Conakry, mais aussi des villes de l'intérieur. L'engagement est donc pris par le gouvernement pour viabiliser certains projets d'assainissement et de déguerpissement physique de la ville. Il s'agit notamment de la réhabilitation de la pénétrante à partir du pont 8 novembre jusqu'au port autonome de Conakry, destiné exclusivement aux camions remorques, toutes choses qui devraient contribuer à désengorger notre belle cité. La Guinée est un scandale géologique. En plus de sa bauxite et autres ressources minières connues, le pays aurait aussi de l'or noir dans ses gisements. Mais pour le moment, l'heure est à la recherche de forage de cette précieuse denrée. À cet effet, une réunion statutaire s'est tenue entre le comité de direction des opérations pétrolières et les sociétés partenaires actionnaires dans le projet de forage offshore en Guinée. Alassane Diogovari apporte des précisions. L'objet de ce comité de direction est de discuter du programme de travaux et du budget. Un forage offshore est prévu pour mars 2016. On se rappelle que Hyperdynamique avait tenté un premier forage en décembre 2012. Cette tentative s'était
avérée improductive, mais avait tout de même permis de révéler des traces de pétrole dans les eaux guinéennes. On s'est mis d'accord et le premier trimestre 2016, nos partenaires vont essayer de faire le troisième forage, le forage du puits Fatala. Vous savez pourquoi je dis troisième forage? Depuis que la Guinée a commencé sa recherche vers les années 1967, il n'y a eu que 2 forages. Le premier forage était en 1977, le deuxième forage en 2012 avec Hyperdynamique. Mais heureusement, à l'issue des analyses encourageantes, on a trouvé que les traces d'huile dans les déblais de forage. Le nouvel actionnaire anglais Tullow a l'avantage de mieux connaître le forage en offshore, ce pour avoir réussi au Ghana, en Côte d'Ivoire, au Congo, au Kenya et en Mauritanie, pour ne citer que cela. La finalisation d'un avenant permet désormais à Tullow de s'engager dans une levée de fonds en faveur du projet. La stratégie de développement du potentiel hydroélectrique de la Guinée était à l'étude depuis 2014. Une initiative du gouvernement pour une meilleure connaissance des ressources disponibles à exploiter en matière d'énergie. Une année après, les experts sont rentrés en possession des résultats issus de cette étude. Reportage signé Nabi Kamara. L'étude sur la stratégie de développement du potentiel hydroélectrique de la Guinée a été menée par la société française Tractebel Engineering. Elle a identifié 11 sites d'intérêt régional, 15 sites d'intérêt industriel, 6 sites d'intérêt domestique et 3 sites à développer en partenariat public-privé. Ici, c'est la cérémonie de validation du rapport de cette étude contenue dans un document qui doit servir d'outil de conseil et d'orientation dans le cadre de la mise en œuvre des ressources hydroélectriques de notre pays. Il est prêt, il est bien fait et nous allons le mettre à la disposition de différentes directions pour que l'orientation soit bien dirigée afin qu'on puisse prendre de bonnes décisions dans le développement stratégique. Le ministre de l'Énergie et de l'Hydraulique a rappelé que le potentiel énergétique de la Guinée est estimé à 6 000 MW. Pour Dr Cheikh Talibou Silla, cela ne pourra être mis en valeur sans une politique fiable pour sa gestion rationnelle. C'est donc un document synthétique qui permet de visualiser la situation et qui permet aux décideurs les bonnes directives parce qu'ils ont un document synthétique avec l'ensemble des informations et qui permet donc de prendre une décision cohérente et une décision favorable, le plus favorable possible, voire optimale pour le développement de la Guinée. L'étude menée par la société Tractebel Engineering sur la stratégie de développement du potentiel hydroélectrique de la Guinée a été financée par le gouvernement guinéen et l'Agence française de développement. Direction Farana, où l'Institut supérieur agronomique et vétérinaire offre des journées portes ouvertes sur la production du riz local. La méthode consiste à faire découvrir aux visiteurs les diverses variétés de riz local suivant les 2 systèmes intensif et extensif. Moustabangora, c'est la pour moi. C'est une journée porte ouverte sur la production du riz local à l'Institut supérieur des sciences agronomiques et vétérinaires de Farana. Elle est pilotée par l'équipe de recherche du projet Performance agronomique du riz local basé dans la région. Sa démarche, recueillir les avis des producteurs et conseillers agricoles sur le comportement des variétés de riz local en système de riziculture intensif. Je pense que c'était une très bonne idée d'inviter le paysan, lui donner le fiche technique pour l'exprimer, ce qu'ils ont fait ici et de laisser le temps de voir ce que l'équipe a fait pour le permettre maintenant de faire la même chose dans leur parcelle. Le système de riziculture intensif a résolu beaucoup de problèmes dans beaucoup de pays du monde. Parce que nous avons vu que depuis très longtemps, depuis nos parents jusqu'à maintenant, le système de riziculture traditionnel n'a pas entièrement résolu les problèmes.
nous cultivons de grandes superficies, mais à la longue, nous rentrons avec 2 ou 3 sacs de riz. Alors que le système d'agriculture intensif, de petites superficies, nous avons de grands rendements. Dans le champ d'expérimentation, les paysans ont donné de larges explications sur le choix et le comportement des variétés de riz cultivées, ainsi que leur rendement à l'hectare. Nous sommes contents de cette agriculture intensive parce qu'elle améliore la production, contrairement à celle que nous pratiquons. Pour l'approvisionnement rapide de la population, 6 variétés de riz de 4 mois sont retenues pour la campagne agricole cette année. L'action est en droite ligne de la politique du gouvernement pour l'autosuffisance alimentaire. Toujours dans la région Mandiana, coup de projecteur sur les chantiers de la fête tournante de l'indépendance. La localité a bénéficié de 16 projets d'infrastructures dont certaines sont déjà en construction. Mais 9 mois après le lancement des travaux et contrairement aux autres préfectures, à Mandiana, les chantiers sont au ralenti. Des précisions avec Kerno Maroufouba. Ici à Mandiana, 16 infrastructures sont en construction au compte des chantiers de la fête tournante de l'indépendance dans la région de Kankan. Les travaux avancent à la satisfaction des populations. Le centre d'accueil, le grand marché, le commissariat central et la gendarmerie seront bientôt opérationnels. Nous avons commencé nos travaux il y a 4 mois et demi. Et nous sommes en aménagement, en même temps masticage, en même temps carrelage. Et nous espérons rendre la clé d'ici la fin de ce mois. Nous sommes satisfaits du professeur Alpha Condé. Avant, nous étions sous la poussière, mais aujourd'hui, Mandiana est butiné. Les chantiers poussent comme des champignons grâce au bâtisseur Alpha Condé. Contrairement au premier lot de chantier, d'autres suscitent des interrogations et inquiétudes. Les projets de construction du bloc administratif, le logement du secrétaire général chargé de l'administration et celui des collectivités marquent du pas. 7 mois après les travaux, la situation préoccupe les autorités préfectorales. Quand je regarde les autres préfectures, j'ai horreur de venir voir mes infrastructures. Par exemple, quand je passe à Kankan et que je vois Kerouani à la télé, par rapport à ce qui se fait à Mandiana, vraiment j'ai l'horreur. De toutes les façons, c'est une satisfaction, d'une part, parce que l'initiative est venue du président de la République. Contrairement à Kankan, Sigiri, Kouroussa et Kerouane, où les contrôleurs de l'État supervisent les travaux, à Mandiana, l'équipe de contrôle est absente. Réforme de l'administration, le contrôle physique et permanent des fonctionnaires de la région de Mamou a commencé cette semaine. Ils sont 4480 agents concernés par l'opération pour une durée de 3 mois. Il s'agit d'expliquer aux agents de l'État les modalités du contrôle afin de déceler les fictifs. Baba Kouyaté, Ousmane Kobelekita. Mamou, ville Carrefour, va connaître pendant 3 mois le contrôle physique des fonctionnaires et contracteurs permanents de l'État. 4483 agents de la région administrative de Mamou sont concernés par l'opération. Une opération qui va permettre d'assainir et rationaliser le fichier administratif de l'État. Vous savez qu'on a économisé énormément d'argent avec le recensement biométrique. Donc pour consolider ces résultats, je pense que nous devons maintenant ensemble se lancer dans ce grand mouvement de contrôle pour qu'on puisse au moins maintenir les acquis. La région de Mamou connaît un déficit de cadres dans les services. Selon les témoignages, beaucoup de fonctionnaires ou chefs de service seraient en abandon de poste. Les contrôleurs et autorités de la localité comptent, à travers cette opération, déceler ces fonctionnaires fictifs dans la région. On veut voir comment ils vont pointer au jour le jour, n'est-ce pas, selon un programme bien défini avec les DRH, comment ils vont pointer, comment ils vont enregistrer, contrôler donc les différents fonctionnaires à leur poste. Si le président de la République est en train de faire du bon travail pour que l'administration soit rénovée, pour qu'il y ait une administration intègre, il n'y a pas de raison que nous, gouverneurs et préfets, que nous ne soyons pas à la hauteur pour faire ce travail-là.
le contrôle permanent des agents de l'État, une fois terminé, pourrait mettre fin au paiement induit des fonctionnaires irréguliers. Sur le terrain, le constat révèle que les pointeuses électroniques sont insuffisantes pour le contrôle. Pendant ce temps, à Conakry, les mutuelles de santé du pays célèbrent la journée nationale de la mutualité en Guinée. Une journée marquée par la rencontre entre les différentes ONG de santé autour du thème « La place des mutuelles de santé dans la mise en œuvre des politiques de protection sociale ». Explication Diamo Kaba, Bernard Tondino. En Guinée, les systèmes de protection sociale sont caractérisés par un faible taux de couverture de la population. L'insuffisance du régime des fonctionnaires et l'inaccessibilité des sociétés d'assurance expliqueraient ces phénomènes. Face à cette situation, le réseau des promoteurs de protection sociale en Guinée, PPSOGI, met en place une plateforme de concertation. Au cours des échanges, la place des mutuelles de santé dans la mise en œuvre des politiques de protection sociale. Actuellement, nous sommes à l'ère de la protection sociale. Au niveau de toutes les nations, au niveau de tous les pays, c'est l'ère des couvertures maladie universelles. Mais actuellement en Guinée, nous sommes à la recherche, nous sommes en construction. Et dans ce cadre, l'État a pris beaucoup de dispositions pour l'assurance du secteur formel et du secteur des travailleurs de l'État. Mais pour le secteur informel, il reste encore beaucoup à faire. À travers ses partenaires techniques et financiers, l'ONG PPSOGI interpelle les acteurs de terrain pour une élaboration d'une politique de protection et la promotion des systèmes de micro-assurance santé. Pour développer un pays, il faut non seulement avoir une activité économique, mais il faut avoir une sécurité sanitaire et qui repose à la fois sur une offre de soins de qualité, sur une action d'éducation à la prévention, mais aussi sur un système de couverture qui permet à toutes les populations, même les plus pauvres, de venir accéder donc à ces soins, accéder à la santé. Cette rencontre intervient à l'occasion de la journée nationale de la mutualité en Guinée. Elle consiste à la lutte contre l'exclusion sociale et la pauvreté. Et ce geste à l'endroit de l'Institut de nutrition et de santé de Donka, il s'agit d'un appui pour l'alimentation des enfants malades qui bénéficient de soins dans cet institut, mais aussi pour poursuivre l'élan entrepris dans la riposte à Ebola. C'est un don de la société Fouani et de PSI Guinée. Kernosman Diallo. L'Institut de nutrition et de santé de l'enfance de Donka est l'unique structure en charge des enfants malnutris en Guinée. C'est aussi une des rares structures à Donka qui accueille en ce moment des malades, en dépit des travaux de rénovation de l'hôpital. Pour faire face à l'afflux des malades, l'Institut bénéficie d'un appui en produits alimentaires pour enfants, une précieuse aide exportée du Brésil par Fouani et Frères. Nous, ce qui nous intéresse, c'est l'avenir des enfants. Donc, et pour l'avenir des enfants, on a intérêt à travailler avec les premières personnes responsables, c'est-à-dire au niveau de l'INSEE. À travers ce geste, la société Fouani et Frères, représentant de Nutrimental du Brésil, apporte son soutien à la promotion de la santé infantile en Guinée. Au début de l'épidémie à virus Ebola, elle avait aussi fait un don de cette nature à l'Institut. Un partenariat se développe entre les deux entités, une action de bon augure pour les responsables de cet institut en charge de la nutrition des enfants. Si vous faites écho de la vie de ces gens-là en créant des conditions environnementales propices à leur épanouissement, propices à leur développement, je crois que vous en serez remerciés par le monde ci-bas et à l'au-delà. Dans le lot, des équipements de nettoyage et de protection sanitaire pour rappeler l'importance de respecter les mesures de prévention sanitaire, même après l'épisode Ebola. PSI accompagne cette opération qui touche aussi dans la banlieue de Conakry des structures qui ont en commun l'investissement pour le bien-être des enfants. Culture, la compétition Miss RTG se poursuit à Conakry. Dans quelques semaines, la nouvelle Miss recevra sa couronne et sera connue du public. Mais d'ici là, le service culturel de la RTG a organisé une conférence d'échange entre les femmes leaders et les 10 candidates. C'est pour que ces filles apprennent à être des femmes leaders d'aujourd'hui et de demain. Mabint Laïsouma, compte rendu. Face à face, deux générations de femmes. D'un côté, les 10 candidates de l'élection Miss RTG, de l'autre, les femmes leaders évoluant dans divers domaines.
Elles sont femmes d'affaires, chefs de département et esthéticiennes. Ces femmes leaders viennent partager le secret de leur réussite aux égéries de la RTG. C'est bien de montrer à ces jeunes filles que le talent n'est pas que lié à la beauté et voilà, que nous sommes des exemples de réussite et qu'elles peuvent faire mieux que nous, peut-être plus que nous ou encore comme nous. Voilà, donc moi je pense que l'initiative est à saluer. La beauté se fane, on vieillit. Il y a beaucoup de choses qui se passent, mais le contenu reste. Donc une belle femme n'est pas seulement une femme qui attire physiquement, mais une femme qui est belle et qui fait de beaux gestes, qui a un beau savoir et qui est vraiment un ensemble. C'est ce qui constitue vraiment la beauté. Organisé par la section culturelle de la RTG en partenariat avec le comité Miss Amérique du Nord, cet entretien a permis aux candidates de cette compétition de se préparer à affronter le public. Avec cet échange, ces filles sont désormais outillées pour être de véritables femmes leaders. Miss RTG, Miss Amérique du Nord étant de concours, c'est qu'on n'est pas vraiment concentré juste sur le concours de beauté, sur la beauté externe de la jeune fille. On essaie d'encadrer les jeunes filles, on essaie de les former et on essaie de vraiment les amener à valoir ou à ressortir ce qui est caché en elles en termes de leadership, en termes de femmes capables dans le futur à participer au développement de ce pays. Je me dis qu'on ne va pas loin. On a déjà des jeunes leaders. Elles ont presque les mêmes âges, donc ça facilite la communication. Quand une copine à toi te montre qu'elle est en avance dans son projet, ça t'aidera toi aussi à pouvoir avancer dans ce projet. Donc ça, je tenais vraiment à faire cette conférence. Les 10 candidates de l'élection Miss RTG ont chacune exposé leurs projets. Des projets qu'elles comptent concrétiser dans les prochains mois, même si elles n'auront pas la chance de porter la couronne. Avec ce débat, les filles ont compris que la beauté physique doit être un atout et non une arme de réussite. Bon vent à l'édition Miss RTG. De nouveaux diplômés sur le marché de l'emploi en Guinée. Ils sont de la 3e promotion de l'université et de la 2e promotion de l'Institut Barack Obama. La cérémonie de remise des diplômes s'est déroulée ce samedi en présence des encadreurs, parents et amis. Compte rendu, Marie-Angélique Bangoua. Des sketchs, des discours, des pas de danse, c'est une journée pour immortaliser leur remise de diplôme. La 3e promotion LMD de l'université Barack Obama est dans la ferveur de la fête, mais également les étudiants de la 2e promotion de l'Institut de l'enseignement professionnel reçoivent leur diplôme. Ils franchissent une étape importante de leur vie. Je remercie tous ceux qui m'ont aidé financièrement, moralement et physiquement et tous ceux qui ont la volonté de m'aider, qui n'ont pas eu la chance. Je les remercie tous. Comme vous le savez tous, l'université Barack Obama est une université de renommée. Ils mettent tout en œuvre pour notre bonne formation. Donc, avec ce qu'on a acquis, nous mettons en tête qu'on peut avoir des emplois dignes de nous. Tout au long de leur cursus universitaire, ces étudiants ont été épaulés par un collège de professeurs déterminés à apporter un plus à la qualification de l'élite guinéenne. Étant un diaspora en France, si je me lance dans l'éducation, c'est pour vraiment que nos enfants laissent aller dans l'Occident pour perdre tout le temps et d'autres rester sans revenir. Pourquoi pas les former ici pour qu'ils aient nos cultures et rester dans le pays pour travailler. Cette promotion porte le nom de feu président Ahmed Sékou Touré. À ces jeunes, qu'ils ressemblent à cet homme qui a sacrifié sa vie pour l'émancipation africaine. Nous souhaitons que ces enfants soient des enfants qui portent les valeurs de cet homme. Que ce soit le lauréat ou le dernier sur la liste des diplômés. Lorsqu'on se lance sur le marché de l'emploi, on doit faire preuve de rigueur, de persévérance, de courage pour ouvrir toutes les portes. L'université Barack Obama a aujourd'hui près de 2000 étudiants de toutes filières confondues. Avec la remise de ces diplômes, ces étudiants sont prêts à affronter le marché de l'emploi en Guinée. Autre cadre, autre célébration, la 4e journée mondiale de la langue arabe a été célébrée ce vendredi sous le thème « La langue arabe et les sciences ». L'occasion est mise à profit pour évoquer l'importance de cette journée dans la promotion de la civilisation universelle en général et celle de la Guinée en particulier. Ibrahim Keïta nous fait le point.
Quelle place pour la langue arabe dans la promotion de la civilisation guinéenne et universelle? La question a été débattue ce vendredi à l'Université générale Lansana Conté de Symphonia à l'occasion de la célébration de la 4e journée mondiale de la langue arabe. Une centaine d'étudiants ont reçu à l'occasion leur diplôme master de fin de cycle. C'est une grande fierté pour moi aujourd'hui d'avoir reçu mon diplôme en master langue et civilisation arabe. La langue arabe, c'est une langue vivante pour moi, une langue internationale. Il y a 21 pays du monde qui parlent dans cette langue et c'est comme une langue officielle. Les autorités de l'université de Symphonia ont l'ambition de faire de leur institution le modèle de la sous-région. Le département de la langue arabe pourrait devenir une faculté à partir de l'année prochaine. Les disciplines enseignées peuvent passer de 4 à 6 avec l'introduction de la sociologie et des sciences juridiques. Elles s'ajoutent aux techniques de la langue arabe, la civilisation arabe et la traduction. Nous avons 953 étudiants aujourd'hui. Bon, nous venons de recevoir encore 222 étudiants en première année. Donc en tout, pour le moment, nous avons 1000 et quelques étudiants, 1200 et quelques, mais ce nombre-là aussi va être revu à la hausse encore. Le rectorat veut faire de ce département une référence en matière de connaissance de la civilisation arabe, une civilisation qui a donné naissance à l'écriture et dans laquelle proviennent les versets coraniques. Maintenant, nous construisons un immeuble qui va abriter cette faculté qui comprendra 4 départements. Et cette inauguration de la nouvelle faculté aura lieu très bientôt, n'est-ce pas, au début de l'année prochaine. Dans les prochaines années, la faculté de la langue et de la civilisation arabe pourrait se démarquer avec ses 1500 étudiants pour répondre aux exigences de renforcement de la coopération entre les pays et les institutions d'obédience arabe. On en vient maintenant à cette œuvre de charité en faveur des élèves de l'école des sourds-muets de Boulbiné. Le don composé de fournitures scolaires est à l'actif de Lions Club Conakry Taouni. Un reportage signé Yaya Silla. L'école des sourds-muets de Boulbiné. Depuis 49 ans, elle forme des élèves démunis de Guinée. 14 élèves à sa création, l'école des sourds-muets de Boulbiné compte aujourd'hui 218 élèves, dont 73 filles. Pour soulager ces enfants démunis, le Lions Club Conakry Taouni offre un important lot de matériel didactique. Le credo du Lions Club, c'est donner un peu de ce qu'on a et de son temps aux plus démunis. Donc c'est un plaisir pour moi que ces enfants de voir un petit sourire sur leur visage et que le don serve vraiment à quelque chose d'utile pour eux. Touché par ce geste, le directeur de l'école des sourds-muets s'est réjoui de cette œuvre de charité de Lions Club Conakry Taouni. Je remercie Lions Club Conakry Taouni, comme ils le disent. C'est une ONG réellement que j'ai connue depuis 1996. Depuis 1996, je travaille avec cette ONG. Mais toutes les fois que j'ai eu à travailler avec eux, ça a été au bénéfice de notre établissement. Le Lions Club Conakry Taouni se propose de rallier plusieurs écoles en cette fin d'année 2015, ce pour soulager les enfants aux revenus faibles. Un mot de sport pour boucler ce journal. Le championnat national de Ligue 1 de football se poursuit à travers le pays. Hier, à l'annexe du stade du 28 septembre de Conakry, la SFAG a tenu en échec la flamme olympique sous le score de 3-1. Mami Ebelamo revient sur les moments forts de la rencontre. 3-1, c'est le score final de ce match qui a opposé l'association sportive des forces armées de Guinée, ASFAG en bleu, à la flamme olympique au compte de la 3e journée de la Ligue guinéenne de football professionnel. L'ASFAG ouvre la marque sur coup de pied arrêté dès l'entame du match. À la reprise, l'association sportive des forces armées de Guinée continue à mettre la pression. Ainsi, à la 48e minute, Almani Yao Kumbassa parachève une action collective et inscrit le 2e but. Quelques minutes plus tard, sur un pénalty transformé par Jean-Charles Fernandez, l'ASFAG augmente son capital but à 3 avant de voir les poulains de Abdou Salam Sow sauver l'honneur en réduisant le score à 6 minutes de la fin du match. On a fait 2 défaites dans ce temps-ci. Les enfants
gagne pour nous aujourd'hui. Je suis très content pour leur appréciation de ce soir. C'est une équipe très jeune. On va essayer de travailler l'animation offensive. Donc plus parce qu'on ne marque pas. Et l'animation défensive aussi, on va chercher des vieux joueurs. Ils ont joué pendant 2 ans, 3 ans avec cette équipe. Donc malheureusement, on va chercher de travailler. Les rencontres de cette 3e journée se joueront jusqu'au 20 décembre sur l'ensemble des stades du pays. Toujours au compte de la 3e journée, aujourd'hui, 4 matchs étaient au programme. À l'Abbé, le Philostar a battu le CIK 1-0. À Dubreka, le Sumba FC a tiré son épingle de jeu face à Atlético de Coléa 3-1. Au stade du 28 septembre, le Ré Athletic Club de Conakry a tenu en échec le club de Sigiri 4-1. Au même moment, à l'annexe, le Gangang Football Club de Kindia a battu le FC Satellite sous le score de 3-2. Voilà, mesdames et messieurs, c'est avec ce Téléma Sport que nous fermons cette édition. Grand merci à vous pour votre aimable attention et à demain.